2. On va donc démarrer. Il y a déjà pas mal de participants. Je pense que peut-être d'autres qui vont nous rejoindre en cours de route. Déjà, bienvenue et bonjour à tous. Je suis accompagné de Margot aujourd'hui et nous allons pouvoir démarrer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, déjà peut-être pour se présenter, moi je suis Nicolas Langlais et je suis en charge en fait de la business unit Power Platform chez Prodware. Voilà, et je suis accompagné de Margot. Bonjour Margot, Bonjour à qui tous. m'accompagne. Bonjour, et qui nous accompagne sur la partie business development sur toujours cette partie Power Platform. Voilà, je vois que d'autres personnes arrivent. On va quand même du coup démarrer. On va essayer de tenir bien sûr le créneau imparti. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler effectivement de low-code, de no-code, de Power Platform, mais surtout d'une petite révolution qui est en train de se passer, qui fait beaucoup de bruit, dont on entend beaucoup parler. C'est l'arrivée de ChatGPT, qui est connu, on va dire, de manière globale, mais qui en fait est en train d'être intégré à une vitesse assez rapide et assez folle dans les outils de Microsoft. On a plusieurs solutions aujourd'hui chez Microsoft qui vont profiter en fait de cette technologie-là, et c'est déjà très fortement intégré côté Power Platform. Et donc, c'est le but aujourd'hui de vous présenter ça avec des exemples assez concrets et de vous montrer à quel point ça va pouvoir quand même complètement transformer la manière de concevoir et rebattre les cartes finalement dans la conception des applications. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour tenir un peu les créneaux, les horaires, donc on va dérouler la présentation. Vous avez un chat à votre disposition pour poser des questions. On y répondra à la fin du webinaire sans problème, et on activera aussi les micros pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez d'autres, et pour les moins timides d'entre vous. Voilà. Du coup, ce qui va nous intéresser finalement, c'est revenir un petit peu quand même sur les défis que sont ceux du low-code et du no-code. Pourquoi on en parle aussi souvent? Pourquoi on en parle de plus en plus? Pourquoi maintenant et pas avant? Et pourquoi plus maintenant qu'avant? Et c'est important de comprendre aussi dans quel contexte tout ça s'inscrit et pourquoi la partie Copilot, qui va être le nom qui va être donné sur la technologie ChatGPT qui va arriver sur cette brique d'application, va complètement révolutionner les choses. Donc on va revenir sur ce contexte-là. On va bien sûr tout de suite assez vite rentrer dans le vif du sujet avec des exemples concrets de réalisation d'applications, d'automatisation, bref, de parcourir un peu tous les composants de la Power Platform et voir à quel point l'intégration est assez forte et avec une efficacité redoutable. Et puis on reviendra du coup sur quelques exemples d'applications, mais surtout en fin de webinaire sur comment appréhender tous ces changements, comment appréhender la gouvernance qui gravite autour, qui passe par ces nouvelles technologies. Et puis, bien sûr, on se réservera du temps pour quelques questions-réponses. Alors, le rappel des défis de la transformation numérique, ils sont vieux comme le monde, ils ont toujours existé, mais ils sont en constante accélération. Pourquoi? Parce qu'on a des défis aujourd'hui de faire plus avec moins. Il y avait bien une phrase à retenir aujourd'hui, c'est bien celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des demandes de plus en plus fortes de réalisation d'applications et plus globalement de digitalisation de processus et de mise en place de mécanismes, d'applications, de workflows, des choses qui vont aider et accélérer le business. On a des clients qui aujourd'hui toujours du papier, on a des clients qui marchent beaucoup avec l'Excel, et vous en faites peut-être partie. L'Excel est toujours omniprésent dans les traitements, quels qu'ils soient. Et plus on a des nouveaux produits, et plus on a des nouveautés, plus on a des roadmaps avec des changements, et finalement on se retrouve tout le temps avec des fichiers Excel et des choses comme ça à traiter à côté. Et donc, ce qui se passe réellement, c'est qu'avec la transformation numérique et avec l'accélération qui a été aussi amenée par la période de Covid que vous connaissez tous, on a une accélération des besoins de créer des applications et des automatismes. Donc faire plus,
mais avec moins, c'est-à-dire avec moins de temps, donc le plus rapidement possible, et surtout avec moins de ressources. C'est une vraie statistique aujourd'hui, c'est que les développeurs et les profils de développeurs sont de moins en moins présents et qu'il est donc difficile de faire face à la demande. On veut faire beaucoup plus d'applications avec autant de ressources, voire moins de ressources que ce qu'on avait avant. Il y a une pénurie de ressources comme il y en existe dans plein d'autres métiers et donc on ne fait pas exception ici. Et puis, globalement, on a quand même des métiers qui, aujourd'hui, ont un vrai besoin d'être partie prenante de la réalisation des applications sur lesquelles ils passent du temps toute la journée. Il n'y a rien de pire pour un métier de subir quelque part une application qui est lourde, qui n'est pas fonctionnelle, qui ne répond pas aux besoins. Et ce besoin qui a toujours été présent de mettre main dans la main le métier et l'IT pour concevoir des applications, il n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Et donc, on a besoin de plus en plus de renforcer cette collaboration. Donc, plus de besoins métiers, plus d'applications et encore une fois, moins d'IT, moins de ressources IT. Du coup, bah, ça a des conséquences, hein. C'est-à-dire que si à un moment, ces métiers-là n'ont plus les applications, n'ont plus le répondant en face et n'ont plus les ressources en face pour traiter leurs demandes, ça peut engendrer des risques qui sont, par exemple, le shadow IT, c'est-à-dire le fait d'aller utiliser des applications hors système d'information de l'entreprise, sur Internet, parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles sont rapides, parce qu'elles marchent bien, mais du coup, on va y déposer des données de l'entreprise et des données pour lesquelles on n'a aucune maîtrise. Et puis, globalement, cette volonté aussi d'avoir des applications qui soient jolies, esthétiques, faciles, pratiques, mais qui aussi fonctionnent avec le reste du SI. C'est-à-dire qu'on part rarement de zéro et vous avez, et les clients, globalement, déjà des outils, ont déjà des bases de données, ont déjà tout ce qu'il faut pour travailler. Il leur manque un petit peu ce côté simple, rapidité de mise en place, esthétisme et surtout quelque chose qui soit très pragmatique et très efficace. Donc, vous avez compris, on a deux choses qui se rentrent l'une dans l'autre et on a vraiment une problématique à régler avec ça. D'où l'arrivée des solutions de low-code, no-code qui effectivement sont là pour répondre à ces deux problématiques-là, c'est-à-dire faire plus, parce qu'on a besoin et les études montrent qu'on va avoir de plus en plus d'applications et d'automatismes à créer, avec moins de ressources, et que c'est aujourd'hui très important, même dans le fait de conserver des collaborateurs dans son entreprise. On sent qu'il y a un attachement de plus en plus fort à ce que les collaborateurs puissent travailler en télétravail avec des outils simples, pragmatiques, et que tout ça, aussi pour le fait de retenir les talents, ça a une vraie importance. Donc, vous voyez, beaucoup de problématiques qui sont assez connues et pour lesquelles la Power Platform et globalement les solutions de low-code, no-code peuvent répondre. Alors, on ne va pas rentrer là dans le détail sur toutes les composants de la Power Platform. On a déjà fait des webinaires dessus. On peut revenir vers vous si vous avez des questions, mais vision un peu globale de la Power Platform, c'est quoi? C'est effectivement une suite de logiciels, une suite de solutions qui vont vous permettre de digitaliser vos processus. Donc, ça passe par des applications, des interfaces sur lesquelles on va rentrer des données, consulter des données, que ce soit en mobilité ou en back-office sur son ordinateur, donc Power Apps, le fait d'automatiser effectivement des processus simples, très courts, mais également des processus très très longs. Ça, c'est pour Automate, de pouvoir avoir de nouveaux canaux de communication, les chatbots, le portail, on est sur Power Virtual Agent, Power Page, et puis surtout à la fin de faire du reporting. Quand on a un peu couvert tout ça, on est effectivement dans ce qu'est la Power Platform et la capacité du coup, de mettre en place des applications de bout en bout. Dans ce que vous voyez en bas, on a des compléments, parce que ça serait finalement un monde un peu clos, hein, si on parlait que de ça. On va avoir des connecteurs. On va savoir se connecter avec d'autres outils, online bien sûr, c'est la tendance, mais également on-premise, c'est-à-dire hébergé chez vous, sur votre SI, sur votre ERP, sur vos bases de données, pour justement profiter de cette donnée-là existante. AI Builder, on va y revenir forcément aujourd'hui, puisque le thème est quand même orienté sur l'intelligence artificielle, qui est un composant qui existe depuis pas mal de temps chez Microsoft et qui, du coup, aussi est en train de progresser et de s'alimenter. Dataverse pour la partie stockage de données, on viendra moins dessus aujourd'hui. Et puis, effectivement, des langages de programmation qui existent quand même, qui sont simples, et gestion d'environnement pour, bien sûr, concevoir des applications comme il se doit. Voilà, ça c'est pour la vision d'ensemble de la Power Platform. Et pour rappeler quand même le contexte, l'idée était bien de mettre à disposition des outils low-code, voire no-code, pour pouvoir
permettre au plus grand nombre, et notamment aux métiers, d'être partie prenante et de concevoir des applications. Et on peut faire le parallèle avec ce qui se fait avec Excel. Hein, c'est assez simple finalement. Le no-code, quelque part, c'est la capacité de traiter tout un tas de besoins, mais sans avoir à écrire une seule ligne de code. Donc, typiquement, sous Excel, on a des menus, on a des tableaux croisés dynamiques, on a tout un tas de choses et des boutons qui nous permettent voilà, de traiter beaucoup de choses sans rien coder. Quand on parle de low-code, on parle en fait de code, mais simplifié. On peut ramener ça à des formules Excel. Vous voyez, c'est plutôt guidé, on a des exemples. Il faut mettre un petit peu le nez dedans, mais ça reste simple et presque tout le monde est à même de le faire. On a exactement la même chose côté Power Platform, c'est-à-dire qu'on a la capacité effectivement d'avoir un langage très simple qui ressemble d'ailleurs fortement à celui d'Excel pour mettre des actions derrière, des boutons, des images. Et donc, pour les personnes qui vont être les plus qui vont avoir le plus d'affinité avec ce type de technologie vont pouvoir eux-mêmes concevoir et démarrer la conception d'applications. On y reviendra dessus plus tard. Et puis ensuite, la partie pro-code, qui est là vraiment la réalisation de développement. Je ne suis pas développeur, donc je n'irai pas très loin dans le détail, mais globalement, on a quand même des règles, des façons de faire, des manières de documenter le code, d'utiliser des API, d'utiliser des interfaces, d'utiliser de l'algorithme, etc. Et donc, pour les vrais développeurs, on a bien sûr la capacité d'étendre les fonctionnalités de la Power Platform et d'aller faire du développement spécifique. Donc on a bien finalement les trois possibilités, c'est ce qui fait que la plateforme devient très intéressante, de pouvoir faire des applications très simples, très rapidement et qui répondent à la plupart des besoins, mais également d'avoir des applications qui vont plus loin, plus poussées, pour lesquelles il y a vraiment un moment besoin de se mettre main dans la main entre ce qu'on appelle les citizen développeurs, c'est-à-dire vraiment les utilisateurs communs dans l'entreprise, tous les métiers, et potentiellement les développeurs derrière qui pourront prolonger l'expérience, prolonger les fonctionnalités et aller plus loin dans ce qu'on veut mettre en place. Tout ça est très important parce que tout ce qu'on va vous montrer derrière, juste après ça, c'est que l'idée du low-code, vraiment no-code, c'est de dire maintenant que les métiers ont des outils très simples, et vous allez voir, ça va être poussé encore plus à l'extrême avec la partie Copilot et donc la partie ChatGPT. Maintenant que les métiers ont la possibilité de vraiment d'aller très très loin dans la réalisation d'applications, on peut permettre à un grand nombre de personnes de concevoir, de proposer des applications et de finalement trouver, être partie prenante dans le fait de trouver des solutions sur des business, des cas qui sont complexes à réaliser, des choses qui sont sans valeur ajoutée, des choses qui font perdre du temps. Et on a tous, je pense, en tête des exemples de fichiers Excel, de copier-coller qu'on fait en permanence, qui nous font perdre du temps, des anciennes applications Access qui sont plus maintenues et qui sont lourdes et qui n'évoluent plus. Bref, les cas d'usage sont très nombreux. Et donc, voilà pourquoi toute cette plateforme et cette Power Platform arrive là. Maintenant, si on fait le petit focus sur la partie intelligence artificielle, vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arrivée de ChatGPT, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se bouleverser. Et une statistique importante qui est à retenir, c'est que globalement, quand on va parler notamment d'IA générative, donc qui vont pouvoir pousser, proposer du contenu, que ce soit des images, du texte, de la vidéo, de la musique, peu importe, on estime que les données en fait, qui vont être générées par l'IA générative vont extrêmement augmenter d'ici 2025. Et que globalement, comme on sait qu'il y a une augmentation des applications à venir, on sait que d'ailleurs plus de 65% de ces applications seront faites entièrement ou en grande partie à base de low-code. Et donc, on a bien cette logique de dire toujours plus d'applications, d'aller plus vite avec les métiers, d'accord, mais du coup avec des solutions adaptées et qui permettront toujours ensuite à la DSI de prendre la main et de prendre la suite. L'intelligence artificielle, elle n'est pas nouvelle hein, chez Microsoft, elle a été intégrée depuis pas mal de temps, et si on est bien ici sur le côté Power Platform, eh ben, ça existe depuis 2019. Donc voilà, c'est assez ancien. Ce que proposait, et ce que propose d'ailleurs toujours la Power Platform, c'est d'utiliser finalement toutes les technologies avancées d'intelligence artificielle de Microsoft, mais de manière vulgarisée dans la Power Platform. Encore une fois, on est dans du low-code, no-code, c'est-à-dire la capacité d'aller
utiliser des fonctionnalités assez avancées, assez poussées d'intelligence artificielle sans avoir une maîtrise technique de la chose ou complète de la chose. Et donc, presque en glisser-déposer, presque en clic droit inséré, j'exagère, mais c'est presque ça, de pouvoir utiliser toute cette puissance de l'intelligence artificielle dans des applications, dans des automatismes. Et puis, petit à petit, ça s'est greffé un peu dans tous les outils, notamment par le fait de pouvoir travailler par l'exemple. C'est-à-dire qu'un codeur, lui, va écrire sa formule, va écrire son code pour, à partir d'une donnée d'entrée, faire une donnée de sortie, tout bêtement. Et là, on va pouvoir permettre, juste en donnant des exemples de ce qu'on veut voir au final, de permettre la génération du code. On verra un exemple tout à l'heure. Et on retrouve ça dans différentes applications, Power Platform, Power Apps, Power Automate. Et voilà, petit à petit, ça vient se greffer. La grosse nouveauté, vous l'avez bien compris, c'est l'arrivée de ChatGPT. On va voir à quel point ça pousse complètement tout ça à l'extrême et à quelle vitesse on va pouvoir du coup créer, imaginer des applications et des automatismes. On y va, ça y est, on y est sur la démo. Ça veut dire que on va rentrer dans le détail de je pars d'une feuille blanche, je discute avec des métiers, je suis moi-même d'ailleurs un métier, j'ai des idées d'applications à mettre en place. Je n'ai pas forcément les ressources en face côté IT. Je veux être autonome, je sais exactement ce que je veux et je veux presque concevoir l'application. Bah, allons-y, c'est parti. Alors ça commence par un cas assez simple qui est le cas de la mise en place d'une application. Juste, je me fais moi-même mon rappel, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on vous montre là est en preview. C'est important. On aura du coup bientôt la date officielle de sortie et on saura vous prévenir effectivement quand ce sera disponible. Mais pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose de preview et on voit d'ailleurs pas mal d'évolutions en cours sur ce qui se passe actuellement. Donc voilà, je vous fais juste passer le message. Première étape, c'est effectivement, je suis un métier, peu importe, et j'ai une idée très simple et très fixe d'une application que je veux mettre en place. Je n'ai aucune connaissance sur la conception d'application. Je vais donc pouvoir simplement, uniquement générer et créer une image. C'est-à-dire que je vais carrément mettre sur papier, feuille blanche, ce que je veux voir. Voilà, j'ai besoin d'une petite application mobile. Si je veux faire pour de la réservation, voilà, réservation de salle ou peu importe, j'ai mon écran et j'ai tout mis sur papier. Et ce que je vais pouvoir faire directement, c'est simplement de pousser ce que je viens d'écrire sur la feuille blanche et qui était mon idée première pour créer mon application de réservation. Je vais donc uploader mon image et à partir de là, c'est parti, l'intelligence artificielle commence à faire son effet et va pouvoir effectivement lire cette image-là et me proposer un certain nombre de choses. Donc, on a juste poussé l'image et vous voyez que automatiquement, il va me reconnaître certaines choses. Je vois bien que là, par exemple, c'est plutôt des libellés, des choses qui sont affichées. Là, c'est plutôt des champs de saisie. Il va voir qu'il y a quelque chose de particulier, là, c'est pas exactement, mais vous voyez, simplement, je vais lui dire que c'est un champ date. Je peux corriger un petit peu ce que l'intelligence artificielle a défini ici et lui préciser exactement quel type de données je veux dans mon application. Donc, ayez bien en tête que tout ce qu'on explique là, hein, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pour aider, c'est de l'accompagnement, on appelle ça copilot. Hein. Ça veut dire qu'à un moment, globalement, on a plutôt un assistant qui va nous aider à concevoir les applications. Et donc, vous voyez, il a reconnu tout seul que là, par contre, on était plutôt sur des cases à cocher et un bouton en face. Voilà, il y a déjà une intelligence quelque part qui fait tout ce travail-là. Alors, soit effectivement, on va tout de suite travailler sur une base de données, des choses plus techniques, soit moi, je suis juste pour l'instant à vouloir proposer une application. Encore une fois, tout n'est pas parfait, hein, ce n'est pas une science exacte et l'application ne va pas fonctionner toute seule de bout en bout. On verra des exemples plus poussés derrière. Mais en tout cas, juste sur la conception d'un écran, vous voyez, j'ai mon écran qui s'est créé. Donc j'arrive dans l'interface de conception de l'écran, je peux déplacer, je peux renommer, je peux revoir un peu la police, je peux revoir un peu les tailles, je peux faire de l'ajustement, mais vous voyez, typiquement mon champ date de tout à l'heure, j'ai mis un calendrier qui est disponible, j'ai bien des listes déroulantes, j'ai bien des textes, etc. Et donc je peux comme ça proposer déjà naturellement des applications. Ça m'a pris 3 clics et c'est un bon moyen, en tous les cas pour moi métier, de commencer à pousser des idées d'applications qui pourront être partagées avec d'autres, qui pourront être vues par la DSI et qui, en tout cas, seront plus efficaces que de partir de la feuille blanche
où on doit expliquer et écrire dans des Word des spécifications, des cahiers des charges. On est direct dans le concret. Voilà. Bon, ça, c'est la première étape. La deuxième étape est encore plus importante. On va partir du principe que, effectivement, je n'ai toujours pas de compétences en informatique, mais j'ai une idée d'application parce qu'aujourd'hui, je la traite sous Excel, parce que je n'ai pas d'outil qui m'est aujourd'hui proposé par l'informatique interne. Et je vais pouvoir, effectivement, comme ça, aller proposer une application. Dans mon exemple, je veux faire une application plutôt de gestion des incidents. C'est quelque chose d'assez simple qui existe finalement et qui peut être utile à tout le monde. Petite parenthèse que je vous montre là est en anglais, encore une fois, on est en preview, mais ça sera bien sûr disponible en français. Et donc voilà, il n'y aura pas de limitation par rapport à ça. Et donc, quand j'arrive dans mon écran de conception d'application, je vois déjà des modèles, des choses qui me sont proposées, des idées. Et je vais simplement, en langage naturel, on commence à voir bien sûr le lien avec ChatGPT, de pouvoir poser et écrire finalement mon idée. Et je vais prendre une idée voilà, de création de gestion de tickets avec quand même une notion de sévérité, d'une question de criticité, si vous voulez, de l'incident, un petit peu de description, un email. Voilà, je sais quelques éléments, quelques champs. Et je demande finalement à Power Platform de me créer l'intégralité de ce que je veux faire. On arrive dans un écran en fait intermédiaire qui est composé effectivement d'un écran central où je vois un peu l'aperçu de ce que je suis en train de faire, mais surtout sur la droite, vous voyez, on a la notion de copilot, un assistant avec qui je discute, avec qui je peux parler, échanger pour décrire, compléter, modifier, ajuster tout ce que je viens de faire et tout ce qui m'a été défini. Donc si vous voyez déjà à l'écran, typiquement, tout seul, parce que je lui ai écrit une simple phrase, Copilot va me proposer les champs derrière pour créer cette application-là. On y retrouve un ID, on y retrouve un titre, on y retrouve la fameuse criticité que j'ai évoquée tout à l'heure. Et presque sans s'en rendre compte, on s'aperçoit aussi qu'il m'a généré un jeu de données. C'est-à-dire que je vois des exemples directement. Donc je vois ma table avec tout de suite, c'est très concret, je vois exactement ce qui est en train de se faire. Alors tout de suite, je vais utiliser et continuer à parler avec Copilot et je vais lui demander d'ajouter un champ. Encore une fois, plateforme low-code, no-code, c'est assez simple à un moment d'aller créer une table, créer des champs parce que c'est du paramétrage, ce n'est pas du développement, mais on va encore plus loin et on peut poser la question et on peut demander à Copilot de le faire. J'ai demandé de rajouter voilà, simplement un champ qui me permet de dire à qui je vais affecter le ticket, ce qui est plutôt bien. Mon application me paraît plutôt bien, mais je vais quand même d'ailleurs lui demander de me donner des suggestions. Et là où ça va très loin, c'est qu'effectivement Copilot comprend qu'on est sur une application de ticketing. C'est globalement ce qui est intéressant dans ce type d'application et va me proposer du coup des champs. Par exemple, un ticket, il va falloir une date à laquelle on va devoir résoudre et à laquelle on doit devoir clôturer ce ticket-là. Elle manque dans mon tableau, il me l'a donc proposé. Je n'ai qu'à cliquer sur un bouton et du coup, il va pouvoir comme ça me créer mon champ manquant. Et donc, ça n'est pas que de l'aide à la conception, c'est aussi presque de l'optimisation de ce qu'on est en train de faire avec des suggestions, des possibilités qu'on peut prendre ou ne pas prendre, mais du coup de pouvoir utiliser. Autre chose, si vous avez déjà été un moment impliqué dans la conception d'une application ou si vous voulez un peu avoir du concret, les jeux de données. Ça, c'est quelque chose qui est finalement très fastidieux à faire, qui prend du temps, parce qu'on est obligé de remplir un peu quelques lignes, quelques formulaires pour pouvoir un peu se projeter, voir si ça va ou pas. Des choses qui sont tout le temps faites dans ces outils-là, dans des fichiers Excel ou dans des applications, manuellement. Là, encore une fois, on va pouvoir demander à ChatGPT de générer des exemples. Il va comprendre le contexte et il va pas me générer n'importe quoi, il va me générer des exemples de tickets, donc de problèmes avec des sévérités différentes, donc des criticités différentes, des titres différents et va compléter mon jeu de données. Je continue, je vois que j'ai un petit message là d'erreur parce qu'effectivement tout n'est pas parfait. Il demande effectivement d'avoir plutôt voilà, une clé, c'est un peu technique, mais un champ clé au départ. Je vais lui demander de corriger justement les choses. Il veut effectivement que ma clé, ma première table soit une clé de référence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de doublon sur ce champ-là et que tous mes incidents soient uniques. Et je vais lui demander de corriger l'erreur et il va faire le travail tout seul, il va me corriger mes champs. Il va donc changer mon type de champ, il va du coup régénérer des exemples et je vais pouvoir comme ça continuer et pourquoi pas d'ailleurs lui demander à nouveau de
de régénérer un peu d'exemples maintenant que toute ma base est propre et que ça se passe bien. Donc, vous voyez, tout ce qui a été fait là en quelques phrases sur la droite, on a des exemples d'ailleurs en bas à gauche qui me disent un peu tous les types d'actions qu'on peut faire. C'est je te donne un contexte, je te donne des actions à faire, je te donne plutôt une application à faire. Et à ce moment-là, débrouille-toi. Trouve-moi les champs, trouve-moi des champs qui sont plus pertinents, modifie quand même les types si je veux forcer certaines choses. Je peux bien sûr derrière modifier manuellement. Ajoute-moi des données, donne-moi des suggestions. Vous voyez, on peut comme ça demander à Copilot complètement de travailler toute cette base-là. Ça m'a pris quelques secondes. Là où ça va beaucoup plus loin, encore une fois, et ça y est, on touche à l'extrême tout ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on va lui demander aussi de créer l'application. Donc on n'est plus simplement dans la création d'une table de base de données, de champs, qui reste encore quelque chose de fond, hein, mais on veut travailler sur la forme. Moi, je veux avoir une application efficace pour me permettre de traiter ces incidents. Et donc, c'est du temps réel, entre guillemets, on n'a pas accéléré la vidéo, hein. On arrive sur l'écran de cette fois-ci de conception graphique de la Power Platform. Peut-être que vous la connaissez déjà. On va pouvoir rajouter des champs, des composants, des glisser, déposer. Bref, faire tout ce qu'on veut pour voir en direct le résultat de notre application. Sauf que tout ce travail-là de conception des boutons, d'alignement, etc., vient d'être proposé par Copilot. Il a compris les champs, il a compris ce qu'on voulait faire. Et donc, il me propose cette interface-là, qui est une interface qui est plutôt bien pensée, parce qu'elle est assez utilisée, où on va voir les champs, et tout de suite, sans rien faire, je n'ai plus qu'à la lire. C'est-à-dire qu'en gros, je peux tout de suite l'utiliser, je peux filtrer, je peux voir des valeurs à l'intérieur. Tout le jeu de données qui m'a été proposé est visible maintenant à travers une application, et puis une simple table. Je vais pouvoir créer des enregistrements, je vais pouvoir surtout les chercher. Donc, vous voyez, toutes mes fonctions un peu de recherche dans mes listes qu'il faudrait normalement coder, etc., avec du low-code. On n'est plus là dans du paramétrage, vient aussi de m'être proposé. Je peux donc créer des enregistrements. Je retrouve ma liste déroulante. Vous voyez, tout a été fait entièrement en quelques phrases d'échange, aucune ligne de code. Bien sûr, j'ai la main ensuite derrière pour aller modifier mon application, comme pour tout ce que vous allez voir aujourd'hui. Je peux rentrer dans le détail et je retrouve mes fonctionnalités low-code et dire finalement, je veux que ça affiche la criticité. Tiens, exemple de tout à l'heure, je veux que le nom de mon ticket, ça s'appelle plus A1, A2, A3, je voudrais qu'il s'appelle A-1, A-2. Je ne lui donne pas une formule, en fait, je lui donne juste ce que je veux voir au final. Et donc là, c'est ce qu'on appelle en fait la programmation par l'exemple. C'est lui, en fait, qui va me trouver le code tout seul. Je n'ai plus qu'à l'appliquer et il vient de s'afficher à l'écran, je vois tout de suite ce que ça donne. Donc, on comprend finalement qu'il y a une multitude là, de choses qui se sont passées. Génération d'une base de données, génération d'exemples dans le contexte de ce que je lui ai proposé, génération d'une interface qu'on peut modifier et qu'on peut réutiliser en tout cas pour le reste. Ça va assez loin. Je me suis là pour l'instant juste concentré pour qu'on tienne le délai sur la conception d'une application, mais c'est bien ensuite quelque chose qu'on peut maintenir. On a toujours un bouton Copilot en permanence et on peut comme ça modifier. Et plus ça va avancer, plus on va avoir de fonctionnalités de modification de l'interface. On va pouvoir changer des couleurs en fonction de la criticité, on va pouvoir ajouter des champs, des boutons de confirmation, des choses comme ça, simplement en discutant avec Copilot. Ça, c'était le premier exemple qui était pour moi le plus important par rapport à ça. Maintenant, une fois qu'on a fait l'application, on va avoir finalement la même logique, mais côté automatisation. On a vu toutes les briques, la partie application. Mais côté Power Automate, on va retrouver le même principe. C'est-à-dire que là où avant, il fallait effectivement par du low-code ou du no-code surtout, mettre en place des workflows. À chaque fois que se passe tel événement, je voudrais être notifié, je voudrais avoir tel type d'information. On va pouvoir du coup maintenant discuter avec Copilot, qui lui-même d'ailleurs va me proposer des exemples un peu d'automatisation et donc de choses qui sont souvent demandées, qui peuvent être intéressantes. Et là, typiquement, j'en ai sélectionné une qui va me dire « Envoie-moi un message dans Teams à chaque fois que je reçois une réponse sur un formulaire qui peut être un formulaire de satisfaction, par exemple, questionnaire de satisfaction. Je vais donc pouvoir comme ça lui demander d'être notifié en fait dans Teams. J'ai écrit ma phrase, tu envoies et mon flow est déjà présent, qui m'a fait
lui-même la proposition des connexions. Je n'ai plus qu'à dire, effectivement, mon formulaire, c'est celui qui existe là dans mon entreprise. Et puis, quelque part, l'enchaînement des actions, des boîtes, etc., qui est normalement un petit peu à apprendre, finalement se fait un peu automatiquement. Ça devient du coup très lisible et très simple de compléter un peu ce bot, pardon, et de ce workflow, et de pouvoir derrière définir à quel endroit je veux avoir mon message, qui me l'envoie, quel message je mets à l'intérieur. Et là, on retrouve toutes les fonctionnalités de nos codes déjà existantes. La grosse différence, encore une fois, c'est que tout ça m'a été proposé et pré-renseigné par Copilot. Donc on va garder, et ça va être la même chose pour d'autres exemples derrière, tout de suite toujours la même logique de j'enlève le plus gros du travail, je fais le plus fastidieux, je préconstruis les choses pour faire gagner du temps et rester dans quelque chose qui est plutôt normé, qui permet d'être bien fait et bien réfléchi, plutôt que de partir dans tous les sens. Et ensuite, bien sûr, j'ai la main pour moi-même compléter les actions. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire plutôt simplement de plutôt passer par une étape un peu d'approbation. C'est-à-dire, est-ce que je veux d'abord regarder le message avant de l'envoyer à l'équipe qui va traiter cette remontée, ce commentaire d'enquête de satisfaction. On sait que des fois, ça peut partir dans tous les sens. Un peu, je me mets en position de modérateur, et donc, je voudrais quand même passer par une phase un peu d'approbation de mon côté. Et donc, voilà, je complète manuellement les choses, ou je peux demander à quelqu'un qui a l'expérience et la technicité pour le faire. Ça reste simple. Par exemple, je vais juste demander de recevoir le message d'abord côté Teams, d'approuver ce message-là. Et vous voyez, je fais des glisser-déposer. Une fois que c'est approuvé, OK, à ce moment-là, je peux bien le diffuser dans une équipe, dans un canal spécifique où tout le monde pourra le lire. Donc, en quelques secondes ici, je viens donc de faire un processus complètement automatisé qui me permet de recevoir des retours d'un formulaire d'enquête de satisfaction, de pouvoir approuver ces messages-là et ensuite de les envoyer dans Teams. Ça m'a pris quelques secondes. D'accord. Je continue et on va passer sur la partie iBuilder. C'est assez intense comme webinaire, il y a beaucoup d'informations, mais vous allez voir qu'en fait, dans toutes les briques, on va retrouver ça. iBuilder, comme je vous l'ai dit, existe depuis longtemps sur la Power Platform et permet de manière vulgarisée, je maintiens le terme, de utiliser des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont faites depuis pas mal de temps chez Microsoft, qui se demandent en termes de développement et forcément beaucoup de compétences, même dans leur utilisation, et qui là sont finalement simples à mettre en œuvre. On a déjà tout un tas de choses qui permettent d'extraire des données d'un ticket, d'extraire des données de documents, de finalement définir le sentiment d'un message. Ça peut être important dans des retours clients, de la traduction, de la prédiction, et donc de pouvoir faire tout un tas comme ça d'actions qui vont nous permettre à partir de données, de choses qu'on va extraire ou qu'on utilise dans nos données, de récolter l'information, de la transformer et voire de la prédire. Vraiment de pouvoir imaginer quel sera par exemple un chiffre d'affaires à venir, d'imaginer un nombre d'incidents à venir, le temps qu'on va devoir y passer, etc., en fonction de tout ce qu'on a en base. Tout ça, ça existait déjà. On ne va pas faire donc tous les modules, mais la nouveauté, c'est qu'on va arriver avec ChatGPT. Alors, juste petit exemple sur, par exemple, l'extraction de données. On a pris des données de facture, mais ça pourrait être n'importe quel type de document, des CERFA, des CV, des contrats, enfin bref, tout un tas de documents qui sont soit structurés, soit non structurés, et de pouvoir, par exemple, à partir de documents qu'on va déposer dans un répertoire, ou extraire de pièces jointes, de mails qui vont arriver, de pouvoir aller lire ces documents, extraire les données, les proposer par exemple dans une application qu'on voit à l'écran qui permet quand même un contrôle pour vérifier un peu ça, de même définir si ce contrôle est nécessaire ou pas en fonction de ce qu'aura reconnu l'intelligence artificielle. Là, vous voyez, même en direct, en live, je peux pousser un document. Et là, c'est iBuilder qui travaille, qui va reconnaître le type de document, reconnaître les champs qu'on veut récupérer et me les proposer à l'écran pour validation, pour ensuite faire ce qu'on veut, c'est-à-dire les pousser dans un ERP, les écrire dans SharePoint, les rentrer dans une base de données, tout est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple d'interface intermédiaire qu'on peut mener avec ça. Vous voyez d'ailleurs qu'on a ces fameux seuils de reconnaissance.
ça va toujours de pair avec l'intelligence artificielle, hein. C'est que c'est pas une science exacte, mais en tout cas, on sait reconnaître des choses, on sait définir à quel seuil d'acceptabilité, c'est-à-dire du fait qu'on soit sûr ou pas de l'avoir bien reconnu, et du coup de le proposer, du coup déclencher des actions en fonction de ça. Ça, c'est un exemple d'iBuilder. Je vais vous en donner un autre, et on va repartir de notre enquête de satisfaction de tout à l'heure. Je vous avais dit qu'on était parti de cet exemple-là. Alors, vous allez voir là en direct ce petit questionnaire, hein, qui est tout simple d'enquête de satisfaction. Et on va déjà s'assurer que ce qu'on a fait tout à l'heure fonctionne. Donc, je vais effectivement remplir quelques champs, mettre que globalement, ça s'est bien passé. Et puis, on va déjà vérifier que l'automatisme de tout à l'heure, qu'on a créé en quelques secondes, fonctionne bien. Pour rappel, il a été au départ initié par une simple phrase de ChatGPT. Donc, j'avais demandé à ce que d'abord il y ait une approbation. Effectivement, je suis dans Teams et j'ai bien un petit message là qui me permet, est-ce que je valider ce commentaire que je vois là à l'écran. Et effectivement, si j'approuve ce commentaire-là, de pouvoir le pousser dans une équipe dédiée. Ça pourrait être le cas, une équipe de support qui va gérer des réclamations, des choses de ce type-là. J'ai bien mon workflow qui est là, mais je voudrais le rendre un peu plus intelligent encore une fois. Dans ce genre de formulaire, on peut avoir parfois des retours qui sont très complexes, très lourds et surtout très volumineux, avec des gens qui sont très verbeux et qui vont faire énormément de retours, des plaintes sur énormément de lignes. Et je n'ai pas envie, moi, de passer mon temps quelque part à vérifier tout ça. Je vais revenir juste un petit peu en arrière. Et du coup, ce qui va être important là, ici, c'est de pouvoir, à l'intérieur d'un flow, on n'est plus dans la conception de l'application, mais à l'intérieur d'un flow, d'utiliser les capacités de ChatGPT. Ça veut dire de générer du texte, on est bien dans l'intelligence artificielle générative, et donc je vais me faire aider pour recevoir le texte qui a été proposé dans mon enquête de satisfaction, et je vais avoir comme ça des fonctionnalités qui vont m'être proposées, soit pour générer, soit par exemple pour résumer du texte. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais juste cliquer sur le bouton. Il va me donner un exemple de script, hein, que je dois proposer finalement à l'intérieur de mon flow ChatGPT, et je vais remplacer simplement le petit texte d'exemple qui m'a été donné par le fameux commentaire que j'ai reçu dans mon formulaire. Donc je vais rechercher le commentaire que j'ai utilisé tout à l'heure, et c'est terminé. C'est-à-dire qu'une fois qu'il m'a fait mon résumé, maintenant, ce que je vais devoir valider, c'est plus le commentaire, c'est le résumé, que je peux récupérer comme ça juste derrière. Je ne fais que du clic, hein, encore une fois. Et c'est bien le résumé que je vais devoir à la fin pousser dans mon équipe. Donc finalement, simplement, j'ai donc utilisé la puissance de ChatGPT pour soit générer, soit résumer du texte et l'intégrer complètement dans des workflows. Petite vérification derrière. On va donc sauvegarder, on va donc tester effectivement tout ce qu'on vient de faire. Et donc, je vais repartir cette fois-ci d'un nouvel exemple, hein, de mon formulaire. Je vais à nouveau remplir, mais cette fois-ci, je vais quand même y mettre beaucoup de texte. Et on peut avoir des personnes qui, du coup, font tout l'historique des choses qui ne vont pas. Et c'est trop lourd, quelque part, pour moi de contrôler ça à chaque fois et pour l'équipe de lire. Donc, on va juste simplement relancer le même workflow. Je réutilise des choses. Et cette fois-ci, je vais plutôt aller regarder ce que me propose mon approbation, ma validation. Et voilà, là, j'ai un résumé en quelques lignes uniquement de ce qui a été fait. Et donc, c'est ChatGPT qui a remanié ça, qui a remis ça en forme et qui, du coup, me permet de le valider. Ouais, donc, en gros, ChatGPT est bien intégré dans la Power Platform, plusieurs niveaux. Ça peut être pour de la génération de messages de remerciement, ça peut être pour tout un tas d'autres choses, et du résumé, et on peut aller très loin du coup de cette partie-là. Côté chatbot, encore une fois, et là je vais dérouler effectivement le script, c'est que on a depuis pas mal de temps capacité de mettre en place des chatbots assez simplement. Ça reste quand même quelque chose d'un peu fastidieux, puisqu'il faut reconstruire tous les dialogues, il faut reconstruire tous les messages, les réponses, et ça prend quand même un certain temps. Donc on a ce qu'on appelle des rubriques un petit peu d'échange, et au lieu de les créer de zéro comme on le faisait avant, on va pouvoir par exemple demander directement à Copilot, y compris dans les chatbots, de nous proposer des choses. Et je vais reprendre, si je regarde dans mes exemples, je vais même retrouver mon petit exemple de tout à l'heure, à partir d'un chatbot, de pouvoir créer un incident, ce qui peut être souvent le cas.
Et donc, on sait que globalement, pour créer ce type d'incident, mais il y a quand même quelques questions à poser et des informations à récupérer. Donc, j'ai juste sélectionné ma rubrique, je lui donne un nom, et tout seul, il va me créer également mon chatbot. Donc, ça veut dire que derrière, les types de questions posées, les réponses, les questions enchaînées, etc., tout ça n'a plus été fait manuellement, n'est plus fait manuellement, peut être complété manuellement, mais du coup permet voilà, de poser toutes les questions. On retrouve la criticité, on retrouve toutes ces choses-là, et on retrouve surtout la capacité de l'outil à côté de ça, de pouvoir le tester en temps réel et de s'assurer que tout se passe bien. Donc globalement, si ce chatbot-là, effectivement, est positionné sur mon site web dans Teams parce que je veux gérer des incidents plutôt internes à l'entreprise, eh ben, je peux le tester. Assistance, voilà, je pose juste ce mot-là, qui n'est pas d'ailleurs exactement les termes qui sont évoqués là-haut. Ça, c'est aussi de l'intelligence du chatbot. Et de pouvoir effectivement enchaîner les questions. Quel est votre problème? Quelle est la criticité, selon vous? Et de dérouler tout ça. Vous voyez, tout ce chatbot fonctionne, pardon, mais sans la création ni de low-code, ni de code. Voilà, et on enchaîne les questions. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose dans chatbot, c'est que généralement, on veut aussi, via le chatbot, proposer des informations clés de l'entreprise sur les services qu'on propose. C'est tout ce que vous voyez sur vos sites Internet. Vous avez fait, entre guillemets, l'effort de mettre en place toutes ces informations-là dans votre site Internet. Et bien, derrière, voilà, j'y viens, c'était la bonne slide, effectivement, on va pouvoir, du coup, dire au chatbot, l'information, je n'ai pas envie de tout te remettre et de tout recréer via le chatbot, va chercher dans le site web et fournit l'information. Donc la seule chose qu'on va faire, et ça c'est très important, c'est qu'on va juste lui donner l'URL du site web et de votre site web et toutes les informations qui ont été poussées dans le site web sous forme de pages, sous forme de composants, etc., d'articles, vont être disponibles via le chatbot. Je lui renseigne simplement l'URL, ce que je suis en train de faire par exemple pour Prodware, et à ce moment-là, lui va pouvoir de manière intelligible repousser ce type d'informations et d'ailleurs rediriger vers le site web. Donc je n'ai fait que de rentrer l'URL de notre site web. Un simple exemple, hein, je vais lui demander si par exemple on fait tel ou tel service, on s'est proposé ça, et à ce moment-là, bon, typiquement c'est solutions de CRM, c'est un exemple, et à ce moment-là, il va pouvoir tout de suite me répondre, effectivement, c'est en anglais, hein, c'est du preview, mais le français sera bien disponible, voilà, donner tout un tas d'informations. Effectivement, nous faisons de l'intégration de solutions CRM, c'est une espèce de petite pub cachée, mais quand je clique sur le lien, j'arrive sur le site web directement sur la bonne page et sur ce que je propose. Et ça, c'est un gain de temps énorme, encore une fois, dans la création de chatbot et ce qui pouvait rebuter un petit peu dans la création de chatbot. Plus rapidement sur les autres outils, puisque vous avez compris la suite, on est plus que dans la preview, là, c'est presque la vidéo de démonstration de vraiment de Microsoft. Vous avez compris, c'est la même chose, donc je pense que ce n'est pas utile de rentrer dans le détail. Mais sur Power BI, on va avoir prochainement exactement le même principe en fonction de données, de demander via Copilot de générer complètement des rapports, d'aller chercher les bonnes sources, d'analyser des sujets en particulier pour générer à la volée des graphiques et effectivement de pousser toutes ces infos-là. Donc c'est bien Copilot qui va analyser les données, proposer le meilleur visuel, le plus efficace. On ne parle pas juste de beau, hein, on parle d'efficacité et de donner des infos clés sur ce qui est demandé. Et donc d'avoir exactement ce même principe-là avec Power BI. Toujours la même chose, le but est d'accélérer la mise en place d'un rapport, d'une application, d'un workflow. Ça n'a pas pour but d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de concevoir de A à Z de manière industrialisée pour toute l'entreprise tout ce qu'on est en train de faire. Et on reviendra dessus à la fin, ça veut dire qu'il y a bien ces notions-là qui vont rentrer en compte. Power Page, on va avoir effectivement le même déroulé. Power Page qui est bien l'outil pour mettre en place du portail d'entreprise. Vous avez compris le principe. Pour générer des contenus, des formulaires, générer même des contenus qui sont lisibles là, sur le site web, et effectivement de pouvoir directement le faire avec Copilot et d'intégrer d'ailleurs le chatbot qu'on vient de voir juste avant. Donc on est bien toujours sur cette même logique. Voilà pour ça.
Donc, vous avez vu des exemples concrets. Le message vraiment qu'on veut vous faire passer, c'est que on a maintenant une solution qui existe depuis pas mal de temps. Il existe d'autres solutions de low-code, no-code qui aujourd'hui permettent d'aller assez vite pour créer des applications et pour permettre aux métiers toujours d'initialiser ces apps, ces automatismes. Au bout d'un certain temps, l'application va commencer à être utilisée, ça va bien fonctionner, il faudra définir des règles, ce qu'on appelle la gouvernance et effectivement, on ira plus loin, pour accompagner la DSI, là, cette fois-ci, pour intervenir, pour aller plus loin. C'est ce qu'on appelle vraiment le centre d'excellence et la capacité vraiment de générer toutes ces demandes-là. Mais ça veut dire que toutes les problématiques qu'on a vues au tout début du webinar, de « je veux faire plus, avec moins », sont en train d'être poussés à l'extrême, c'est-à-dire que presque n'importe qui aujourd'hui est capable d'aller assez loin dans ce qu'il veut proposer comme application, voire utiliser de manière autonome, voire partager avec les autres personnes de son entreprise et voire mettre à disposition ensuite de la DSI, du service informatique, qui pourra vérifier, contrôler, s'assurer des accès, bref, tous les aspects sécurité de mise en place d'une vraie application. Donc, vous avez compris, hein, Power Platform s'intègre vraiment dans votre écosystème, autour de vos ERP, vos CRM, des applications qui sont vraiment essentielles, mais qui vont être en remplacement d'Excel, en remplacement de bases de données non utilisées, amener de la mobilité, toutes ces choses-là, et de manière poussée avec la partie ChatGPT. Les cas d'usage, du coup, ils sont assez évidents, hein. On a effectivement la mobilité qu'on vient apporter sur des choses qui n'existent pas. L'approbation, on en a vu un exemple. Portail chatbot, on a vu aussi des exemples. La refonte d'applications complètes, soit elles n'existaient pas, soit elles existaient. On a vu en quelques clics quand même qu'on a fait une application propre, web, partageable, disponible sur smartphone, tablette en quelques secondes. Et ensuite, bien sûr, la partie reporting ou étendre les fonctionnalités de votre ERP ou de votre CRM, peu importe. Alors, des exemples, on en a plusieurs, on ne va pas les dérouler dans le détail, mais voilà des exemples qui peuvent être imaginés par les métiers, encore une fois, que ce soit les services généraux pour, par exemple, faire un écran d'accueil, par exemple, pour éviter le fait d'avoir un registre papier à l'entrée du site, là, pour juste faire signer les personnes. On le fait numériquement, déjà, c'est globalement un peu plus agréable. Et puis surtout, on va pouvoir prévenir dans Teams la personne qui est visitée et la prévenir que son contact est arrivé en bas du site. Ça, c'est un exemple. Les chatbots, effectivement, qu'on peut aller pousser à l'extrême parce qu'à un moment, on peut aller chercher les données du client. On peut avoir des applications de type back-office. Là, vous voyez, on a l'exemple d'une application plutôt de type gestion de la relation client, assez simplifiée, chose qu'on propose aussi chez Provar, mais qui effectivement permet comme ça d'aller suivre et faire de la relation client, compte, contact, activité, et de pouvoir comme ça gérer tout un tas d'écrans. Ces applications-là peuvent être également complétées, mises à jour avec de l'intelligence artificielle, comme on l'a vu jusqu'à là. Et donc d'avoir du reporting, tout ce qu'on vient de voir à l'écran, et d'aller assez loin. Donc voilà pour les exemples d'applications, la gestion des risques. Je passe un peu plus vite. L'idée, c'était surtout de vous montrer que tout ce qui existait avant et tout ce qu'on vous montre régulièrement dans nos webinars est toujours présent, ne change pas. La grosse différence, c'est que maintenant, encore une fois de plus, vous pouvez aller très loin dans la conception. Il n'empêche qu'à un moment, il faudra ne pas juste être dans la conception d'applications à tout va. Si on veut aller plus loin, si on veut justement faire en sorte que tout ça se passe bien, que ça ne devienne pas une jungle, ou qu'au contraire que tout le monde soit bridé, que rien ne démarre, il y a des méthodologies à avoir pour ça. Et globalement, si on veut aller dans les applications quand même plus poussées, il y a un accompagnement. Et donc, c'est ce que effectivement nous proposons avec une méthodologie qui reste agile, qui reste efficace, mais qui en tout cas permet de s'assurer que de bout en bout, tout se passe bien pour votre accompagnement. C'est donc notre proposition de valeur, effectivement, de vous accompagner sur la veille. On vient de le voir aujourd'hui, on était quasiment que sur des solutions plutôt de preview, mais effectivement sur la réalisation d'applications, sur du conseil, sur comment gérer la gouvernance. On a vu que maintenant, elle est de plus en plus importante, hein, parce qu'il faut inciter les métiers à être dans ce sujet-là et à proposer des applications. Il faut aussi s'assurer que ce ne soit pas entièrement fait que par les métiers dans tous les sens. Il y a un moment besoin de contrôler, voir ce qui est utilisé, voir ce qui est en double, voir ce qui est sécurisé, ce qui ne l'est pas, qui a accès à quelles données, qui peut modifier quoi. Je vous donne quelques exemples. Pas le but de rentrer dans le détail, mais le fait, encore une fois, d'ouvrir la mise en place de ces applications à un plus grand nombre nécessite
d'autant plus une gouvernance. Et ensuite, bien sûr, la formation. Voilà pour ça. Je vous remercie beaucoup déjà pour votre écoute. Ce qu'on va faire, c'est que il y a peut-être, Margot, des questions sur lesquelles qui ont été posées. Je peux essayer d'y répondre à chaud et si je ne peux pas, je reviendrai vers vous derrière. Et puis surtout, on peut aussi un peu ouvrir les micros et permettre à tout le monde de s'exprimer si vous avez des questions sur le sujet. Oui, je pense Ah. que tu peux ouvrir les micros, mais il n'y a pas eu de questions dans le chat. D'accord, ok. J'espère que j'ai été clair. Je vais donc tenter, puisque c'est moins simple que la Power Platform et que ChatGPT, mais d'autoriser les micros pour tout le monde. Normalement, ça devrait être le cas. Et donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous interpeller, à nous poser des questions et s'il y avait des choses à préciser. N'hésitez pas, hein. On est entre nous. C'est bon Les pour micros tout. sont pas activés là. Ah, d'accord. Je vous avais dit que c'était plus simple. Alors, j'ai en tout cas autorisé le fait d'activer les micros, hein. Donc, vous pouvez, vous, activer vous-même vos micros. Je ne peux pas les activer pour vous, mais vous devriez pouvoir activer vos propres micros. Si vous avez des questions. Ouais, c'est bon. Je me permets d'intervenir. Est-ce que Oui. vous avez une date une visibilité sur la date de disponibilité de Copilot, notamment en France? La réponse est malheureusement non. J'ai pas la date effective. Ça fait déjà quelques semaines. C'est quand même assez récent, mais on peut voir un peu plus de presque 2 mois maintenant que c'est en preview. Et on voit une réelle stabilisation. C'est-à-dire qu'on pense que ça va bientôt arriver. Dès qu'on aura la date, en tout cas officielle, on ne manquera pas en tout cas de vous répondre, puisqu'on a pris votre question. Ce qui est sûr, c'est que quand ça arrivera en français. D'accord, en même temps que l'anglais. Il y a déjà beaucoup de fonctionnalités qui existent et qui fonctionnent en français. Voilà, pour le côté harmonisation, on a montré que des exemples en anglais, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, sur la partie chatbot, ça marche déjà en français et donc voilà, on utilise derrière, c'est ChatGPT, hein. Donc aujourd'hui, typiquement, hors du scope de Microsoft, on sait déjà parler en français avec ChatGPT, hein. Enfin, on s'est déjà échangé avec lui et donc voilà, pas de difficulté sur ça. La date effective, on attend un petit retour de Microsoft et on pourra vous la communiquer si vous êtes intéressé. Ouais. D'accord, merci. Et merci beaucoup pour la présentation qui est très claire et très inspirante sur la suite et les possibilités avec ChatGPT. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vraiment, comprenez que ChatGPT, je ne vais pas forcément vous le dire, mais est une révolution en tant que telle, avec les avantages, peut-être les craintes que ça peut amener à côté. Pour moi, la vraie révolution, c'est la rapidité avec laquelle ça a été intégré dans les produits de Microsoft et on est, en tout cas, côté Power Platform, dans les premiers à pouvoir en profiter parce que ça va complètement dans cette logique-là. Et voilà. Et c'est du coup important de vous montrer des exemples assez concrets. Avez-vous d'autres questions? Ah, j'ai une main Euh, levée, je crois. Oui. oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question sur la confidentialité des données, parce que l'échange avec ChatGPT, pour le coup, on sait que les données, elles sont utilisées et réutilisées pour tout le monde. Sur ce genre d'application, là, tout à l'heure, on a vu l'exemple du chatbot, mais ça peut être aussi sur l'exemple de, comment dire, le système de ticketing où un client donnerait une information personnelle et confidentielle dans son ticket. On n'a pas envie il n'a pas envie que cette information soit réutilisée après par ChatGPT pour tout le monde. Au niveau de la confidentialité des données, comment ça se passe? En tout cas, ce qui est toute la partie génération d'applications, on est hors données internes, hein, d'accord? Parce que c'est vraiment c'est l'outil qui va concevoir des écrans, aller chercher des exemples, voilà, d'incidents. On n'est pas sur les données. En revanche, dès qu'on va commencer à inclure ça dans des flows, inclure ça dans du chatbot, etc., déjà, les données qui sont utilisées à partir desquelles on va utiliser l'activité sont bien celles qui sont stockées chez vous. Donc, en fait, on se concentre, on utilise la technologie ChatGPT, mais sur les données qui sont hébergées dans votre tenante. Au même titre que
vos emails sont aujourd'hui dans votre tenante, qu'aujourd'hui que vos bases de données, si elles sont côté Dataverse, etc., sont bien chez vous. Donc, on va utiliser uniquement ces données-là et se baser sur ces données-là. Et donc, que ce soit pour l'utilisation, pour sortir quelque chose, ou que ce soit également pour apprendre quelque part par rapport à ça. Le bon exemple, c'est quand même, par exemple, l'outil de prédiction qu'on a vu dans iBuilder. La partie prédiction reste bien fixée sur les données de votre tenante, encore une fois, de votre base de données que vous allez bien lui indiquer. Et donc, il n'y aura pas un moment d'échappée de données. C'est tout l'intérêt à un moment de mélanger cette techno-là avec la sécurité de Microsoft. Et le mariage des deux fonctionne parfaitement bien pour qu'on s'assure de la confidentialité et de la non-réutilisation des informations qui sont données par les clients sur d'autres cas. Donc voilà, on a le mélange des deux et donc on est bien sur le même niveau de sécurité, sur le même niveau de périmètre que ce qui existait aujourd'hui, c'est-à-dire vos bases de données, votre tenante et pas celui du client d'à côté. Très bien. Et pour le coup, alors j'entends le discours. Malheureusement, j'ai pas réussi moi à trouver d'informations dans la littérature Microsoft Oui, je suis d'accord. le disant. Est-ce que vous auriez un lien, une page, un truc qui permettrait, non pas que je crois pas ce que vous dites, hein, c'est pas ça. C'est juste que j'ai besoin Vous avez d'avoir raison. Oui. comment dire, une source authentifiée. Et pour le coup, dans ce cas-là, la seule à laquelle je vais faire confiance, c'est Microsoft. Bien sûr. Et enfin, c'est pas pour moi, hein, c'est pour moi et puis derrière mes clients, etc., qui vont me poser la même question et à un moment donné, ils vont me dire oui, ok, vous êtes bien gentil, mais qui me prouve que ce que vous dites est vrai. Est-ce que vous avez un lien, alors là sous la main, ou est-ce que vous pourriez retrouver ça? Parce que ça, pour le coup, On pourra ça revenir vers vous. m'intéresse. C'est des questions qu'on a forcément, puisqu'on a bien sûr voilà, les échanges avec Microsoft et que aujourd'hui, c'est un peu pauvre d'un point de vue écrit. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui va en tout cas est en train d'arriver en même temps que la preview, si vous voulez. C'est-à-dire que toute la partie documentation et tous ces aspects-là sont aussi en train d'être traités par Microsoft. C'est aussi pour ça qu'il y a cette période de preview, c'est pas uniquement pour la partie technique. Et donc, d'avoir effectivement des garanties écrites. Donc, on retient votre question et votre nom surtout, et on reviendra aussi vers vous dès qu'on aura les liens officiels. Ce sera plutôt des liens que des documents à Microsoft, mais qui vont bien sûr aborder toute cette partie-là, parce que c'est le cas déjà sur d'autres produits Microsoft hors Power Platform qui sont sortis officiellement et pour lesquels on a bien une documentation. C'est bien dans celle de Power Platform que je reviendrai vers vous. Ok. Donc il y a bien eu toute cette documentation qui a bien été traitée et officialisée pour les sujets qui ne sont plus en preview mais en réel. Voilà. Donc on va avoir le même mécanisme côté Power Platform. Ok. Et autre question, niveau pricing de l'utilisation de ChatGPT dans ce genre d'outils, en fait, comment ça se passe? C'est un service d'Azure, je maîtrise pas très bien, mais de ce que j'ai commencé à regarder, c'était un petit peu ça. C'est un service d'Azure et il y a un pricing particulier à la requête ou quelque chose comme ça, non? Encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on attend. C'était le challenge aujourd'hui de vous montrer un peu là tout ça en preview. On attend bien sûr les données officielles, donc c'est pour ça que je ne pourrais pas m'engager sur ça. Mais globalement, il y a déjà tout un tas de fonctionnalités qui seront déjà incluses. Ça, c'est sûr, dans la conception, par exemple, d'applications, etc. Dans la partie chatbot et le fait d'interroger, toutes ces choses-là, là, on aura forcément un moment un lien avec du service. C'est un peu le cas déjà avec iBuilder, hein. On a une espèce de ticket, si vous voulez, on paye un abonnement et ça donne le droit à l'utilisation de services. On a déjà ce fonctionnement-là. On n'a pas encore le détail de l'utilisation de ChatGPT à l'intérieur de ça. On sait par exemple, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, que si je veux faire de l'extraction de documents, c'est en fonction du nombre de pages. Vous voyez, on va utiliser ça. En fonction de reconnaissance de tickets, de factures, en fonction de transcription. Enfin, vous voyez, il y a un nombre d'utilisations, c'est bien à l'usage, entre guillemets. Ouais. Côté ChatGPT, on n'a pas encore le détail complètement de comment ça sera calculé, mais je pense que ça sera sur le même principe. Donc des choses incluses et des choses qui ne le seront forcément pas, mais plutôt comme du service, effectivement. Ouais. Est-ce que ça va être important déterminant dans le business model, puisque là, on a le côté, alors, je vais noircir un peu le tableau que vous avez présenté, où tout est plus rapide, plus facile, etc. Mais derrière, ce gain de temps en développement va avoir un coût pour l'utilisateur final, puisqu'il va utiliser des services de Microsoft en l'occurrence. Donc en fait, il faut prendre, faut prendre Je tout pense que ça va ça être en assez mesure. différencié.
Ouais, vous avez raison. Je pense que ça va être différencié en tout cas entre l'utilisation pure, par exemple, je dis dans le chatbot, je pense que je fais vraiment la différence entre ça, l'utilisation de consommation en permanence de données par des utilisateurs externes, de la conception, par exemple, Oui, d'applications et de juste je simplement de pense, créer une je application. pense aussi. Donc, on aura quelque chose de différent. Encore une fois, la volonté de Microsoft pour ça, et ça a bien été prouvé, ne serait-ce que par voilà, le prix des licences, etc., c'est vraiment, et l'intégration des licences aussi dans la partie M365, fait effectivement qu'on est quand même dans une volonté de démocratiser et donc pas de réserver ça uniquement à quelques personnes avec des coûts assez élevés. Moi, je pense que ça sera, voilà. Mais je ne peux que penser pour l'instant et on reviendra aussi avec les prix quand ça sera officiel. Ouais. Non, mais je suis bien d'accord hein, sur la Mm. différenciation entre le côté conception et création d'une application où on va utiliser des services, c'est ce que vous avez montré sur la Power Platform, etc. Et Mm. après, l'utilisation en tant que service. Mais il se trouve que là, dans la démo, typiquement, le chatbot en fait partie, où on a ce mélange entre la Entre les conception deux, du exactement. chatbot ou du système de ticketing, par exemple, où on a créé la plateforme du système de ticketing et à la fois, après, on avait utilisé les services de ChatGPT, par exemple, pour analyser la demande du Tout à ticket et en fait. faire une synthèse. Donc, il y a Les eu deux, voilà, c'est des usages les deux qui différents. sont un peu mélangés dans la présentation. C'est pour ça que Ouais, c'est clair. je mélange un peu aussi dans la question. Mais Ouais, pas de souci. Ça marche. c'est clair pour moi. Il y a une main levée aussi, je crois pour. Ah non, c'était vous, peut-être, c'était Eric, c'est ça, hein, c'est vous qui avez parlé. Ouais, ça marche. Ouais, c'est bon. Je baisse la main. Non, ça marche. Pas de souci. J'ai mal au bras. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, Oui, bonjour. vous m'entendez? Oui, Parfait. Déjà, merci Eric pour la qualité des questions, parce que du coup, j'ai eu des réponses. Mais moi, après, maintenant, c'est plutôt par rapport à la formation. Il y aura des formations proposées pour qu'on puisse ensuite réfléchir à comment pouvoir l'appliquer au sein de notre organisation. oui, en tout cas, c'est des choses qui. Alors, soit vous parlez de formation de Microsoft, c'est ça? Parce qu'en fait, Microsoft, globalement, est assez plutôt des liens en ligne sur l'explication des Oui, mais fonctionnalités. autre que des liens en ligne. Voilà. Et c'est là où le travail à un moment de l'intégrateur intervient. C'est là où on est forcément présent pour accompagner aussi à la mise en place de ça. Alors, ça va vraiment plus loin que de juste savoir discuter avec ChatGPT, mais c'est de savoir quand l'utiliser, comment. Encore une fois, les questions de coût, hein, vous avez raison, sont importantes. Et on revient vraiment surtout à qui on met à disposition tous ces outils-là, jusqu'à où on peut leur permettre d'aller. Et on revient à ces questions un peu de gouvernance aussi. Donc, il y a l'utilisation du produit en tant que tel, mais ça reste assez simple. Mais ensuite, d'aller jusqu'au bout, pourquoi on crée des applications, jusqu'où on va, low-code, code, etc. Et donc, voilà, il y a un vrai accompagnement et c'est ce que, en tout cas, nous, ProDware, proposons si vous le souhaitez. Et on pourrait parler de votre cas particulier, si ça vous intéresse, on peut en discuter à côté, hein, franchement, avec plaisir, pour comprendre un peu votre situation et dans quel cas vous voulez intégrer ça. Il n'y a pas de problème, je suis très disponible pour en parler avec vous. D'accord, mais après, c'est parce que quelquefois, en fait, le fait d'avoir des formations en présentiel avec plusieurs organisations intéressées par des formations permet néanmoins une circulation d'idées, en fait. Oui, tout à fait. Donc en fait, ce sont des choses aussi qu'on organise. On va d'ailleurs en organiser à la rentrée, pas uniquement spécifique à un client sur un sujet en particulier, mais plutôt effectivement de l'idéation et de pouvoir, en tout cas, proposer, mettre en œuvre et concevoir ensemble des applications, montrer des exemples, enfin voilà, des choses qui C'est ça. permettent de faire émerger des idées un peu collectives. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place. On va en avoir à la rentrée. J'ai pas encore la date exacte, mais typiquement, je retiens votre sujet. Si ça vous intéresse, vous pourrez bien sûr participer. Ouais. Oui, oui, ça m'intéresse. D'accord, très bien. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a dépassé un petit peu l'heure, mais du coup, je vois qu'il y a encore pas mal de personnes présentes. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'est bon pour vous? Donc, vous voyez, il y a un QR code. Je vais me faire taper dessus parce que je ne l'ai pas dit assez vite. Mais depuis tout à l'heure, je vous affiche un QR code. Surtout, c'est très important pour nous. Voilà, on a été faire déclencher les previews, voire montrer, faire des vidéos. C'est un sujet qui nous passionne. On pense qu'il y a vraiment des sujets à traiter. N'hésitez pas surtout à revenir vers nous avec ce QR code et à flasher ce QR code. Juste, il y a quelques questions. Rassurez-vous, c'est un questionnaire et rassurez-vous, je ne vais pas en faire un résumé avec ChatGPT. Donc, allez-y, flashez le code.
faites-nous votre retour, indiquez-nous si vous avez des sujets, typiquement ce que vous venez de me dire. N'hésitez pas à le mettre aussi dans le formulaire, c'est du coup très structuré chez nous, ça revient, on a toutes les infos et c'est plus pratique finalement pour nous de vous recontacter derrière. Donc voilà, n'hésitez surtout pas de faire ça, c'est important dans les échanges et c'est comme ça qu'on progresse tous. Voilà. Mais il me reste qu'à vous remercier. Et puis, je vous mets juste en... Voilà, terminer ça. Je vous remercie beaucoup. Et si vous avez encore une fois des questions, des remarques, peut-être à froid cette fois-ci, des choses qui vous viennent après à l'esprit, n'hésitez pas. Et pour les personnes qui ont posé des questions un peu spécifiques, on a retenu vos noms, etc. Dès qu'on a les infos, on reviendra vers vous. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Nicolas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.